Bienvenue sur Médien TV. Dans le dossier de ce jour, nous revenons sur les révélations du bras droit d'Oussama Ben Laden, le fondateur et ancien leader d'Al-Qaïda, vu par l'un de ses conseillers, Abou Hafs al-Mauritani, et le sujet d'un livre écrit par le journaliste mauritanien Lemine Ould Salem, qui est notre invité. Bienvenue à vous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Votre livre s'intitule L'histoire secrète du djihad, d'Al-Qaïda à l'État islamique. Il est publié aux éditions Flammarion. Alors Mahdoud Ould El-Waled dit Abou Hafs al-Mauritani parle. Ce livre, c'est plutôt rare pour une éminence grise. Pourquoi vous a-t-il choisi? Je ne pense pas qu'il m'ait choisi, c'était un pur hasard. J'étais à Mauritanie en janvier 2015 pour un reportage pour la Tribune de Genève et Sud-Ouest dans les camps de réfugiés Touareg dans le sud-est mauritanien. J'avais besoin d'une accréditation au ministère de l'Information et j'y rencontre par hasard un jeune homme qui paraît me connaître, que je ne connaissais pas. Et on se parle, je découvre qu'il est journaliste local, il prend mes coordonnées et au bout de quelques minutes, mon smartphone vibre et puis j'ouvre. C'est un mail qu'il m'envoie avec un document en arabe, sur une page, je regarde, c'était le résumé des mémoires d'Abou Hafs al-Mauritani, Mahfoud al-Waled justement, qui était l'ancien mufti d'Al-Qaïda. Donc il était officiellement le président du comité de la charia d'Al-Qaïda. Il était aussi membre du Majlis al-Shura, le conseil consultatif, une sorte de conseil d'administration d'Al-Qaïda. Il a été numéro 3, c'est ça dans la hiérarchie, oui. Parce que le Ben Laden, qui était l'émir, l'émir qui était donc numéro 1, le second c'était le chef des opérations militaires, et le troisième c'est donc Mahfoud al-Waled Abou Hafs. Je lis ce résumé des mémoires. Évidemment, vous comprenez, vous êtes... je me rends compte quand même que j'ai un document très important, mais qu'est-ce que je peux en faire? En ce moment-là, je ne savais pas exactement. Je demande à ce monsieur qui vient donc de m'envoyer ce document, est-ce que je peux le voir? Il me dit oui. Mais après, il me dit il faudrait qu'on discute, etc., etc. Puis entre-temps, donc je finis ma mission, je rentre à Paris, et puis après, j'en parle à quelques amis, journalistes, chercheurs, etc., certains très pointus d'ailleurs sur ces questions, qui ont même travaillé sur Abou Hafs lui-même, et quand il était à Al-Qaïda. Et je me rends compte que j'ai quand même une mine d'informations. Évidemment, bien sûr, quand on a été au centre de numéro 3 d'Al-Qaïda, quand on a accompagné Ben Laden, on a vécu avec Ben Laden pendant de très longues années, on ne peut qu'être quand même, d'un point de vue historique, je pense que son témoignage est très important. Donc il rencontre Oussama Ben Laden en 92, donc c'est à Khartoum, au Soudan. C'est sa première rencontre, il le fréquente de très près, donc il vous livre presque tous les secrets de l'ancien leader d'Al-Qaïda. Je ne pense pas qu'il m'ait livré, un homme comme Abou Hafs, je ne pense pas qu'il m'a livré tous les secrets. Donc il a choisi ce qu'il Je pense qu'il a choisi ce qu'il avait envie de dire. J'ai essayé, moi, de le faire, parce que, alors, pour revenir justement à l'histoire du livre, donc, quand j'ai eu ce document et que je suis rentré en France, donc je me suis mis à... J'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux faire avec une petite interview publiée dans un journal, ça passait inaperçu. Très vite, j'ai compris que j'avais devant moi l'opportunité d'avoir accès à un homme dont les mémoires et les témoignages pourraient être très importants. Alors, donc un an plus tard, donc je vais le voir en Nouakchott en Mauritanie, donc il me laisse accéder à ses mémoires que je lis, c'est un pavé de plusieurs centaines de pages, en arabe, et puis après on fait 3-4 semaines d'entretien, et évidemment je me rends compte quand même que cet homme avait ses mémoires et ses confessions apportaient un éclairage inédit sur beaucoup d'aspects de l'histoire d'Al-Qaïda, du djihad moderne. Il faut dire qu'Abou Hafs n'était pas que le mufti d'Al-Qaïda, il n'était pas que le président du comité de la charia, il était aussi l'ami intime, les scripts attitrés de Ben Laden. Il est l'auteur d'une très grande partie des textes connus de Ben Laden, c'était lui qui les a rédigés. Il était son confident, et au point d'ailleurs qu'après l'invasion américaine d'Afghanistan et la fuite des dirigeants d'Al-Qaïda d'Afghanistan vers l'Iran, il a été intronisé porte-parole de l'ensemble des groupes djihadistes, y compris ceux qui n'étaient pas d'Al-Qaïda. Et il a été aussi le tuteur de la famille de Ben Laden quand une partie de cette famille s'est trouvée en Iran.
Il a aidé à l'exfiltration de... C'était lui-même qui avait coordonné avec les autorités iraniennes. Et d'ailleurs, l'un des aspects les plus intéressants de ce que m'a raconté Abou Hafs, c'est ce que j'ai lu dans ses mémoires, c'est plutôt à travers lui, on découvre les liens troubles d'un certain nombre de pays. Le Pakistan, le Yémen d'Ali Abdallah Saleh, par exemple, le Soudan, l'Iran, etc., qui ont joué un jeu très trouble avec Al-Qaïda et les autres groupes djihadistes. Alors, Abou Hafs, je le disais, est ambitieux. Et il a néanmoins démissionné d'Al-Qaïda avant le 11 septembre, donc il n'était pas d'accord pour ces opérations terroristes. Il pense que ça aurait pu être évité le 11 septembre si Oussama Ben Laden ne s'était pas isolé dans sa prise de décision. Absolument, absolument, absolument. Il est dit d'ailleurs, il est décrit sur plusieurs dizaines de pages, il est décrit justement, à un moment donné, il s'était rendu compte que Ben Laden était entré dans une sorte de fuite en avant qu'il explique. D'ailleurs, il explique beaucoup les causes de cette fuite en avant. Selon lui, c'était quand ils étaient au Soudan, qu'à un moment donné, Ben Laden avait envisagé de rentrer en Arabie Saoudite et de mettre un terme à ses activités djihadistes. Un clan du pouvoir saoudien, notamment dans l'entourage de celui qui était à l'époque l'émir de la Mecque, Abdallah, qui deviendra plus tard un roi, une partie de l'entourage de l'émir Abdallah avait bloqué, avait en fait empêché la possibilité que proposait Ben Laden de rentrer en Arabie Saoudite. Et sa déchéance de nationalité saoudienne aussi, selon Abou Hafs, toutes ces mesures avaient poussé Ben Laden à... Il y a eu un virage dans la pensée de Ben Laden absolument. À la fin des années 90. Et quand il avait décidé de faire le 11 septembre, il faut dire aussi que Ben Laden avait une manière effectivement très solitaire de gérer Al-Qaïda. Et évidemment, il ne leur avait pas parlé des détails du 11 septembre, il leur avait juste dit de manière il leur a parlé de la possibilité d'une action contre les Américains, éventuellement aux États-Unis, où quelques milliers de personnes pourraient mourir. Et Abou Hafs avait essayé de le convaincre de l'illégalité d'un point de vue de la charia de cette action, notamment il y aurait des morts innocents, et puis les conséquences éventuelles de cette action sur l'Afghanistan ou le monde musulman seraient beaucoup plus... ces conséquences seraient beaucoup plus graves que ce que Ben Laden pourrait éventuellement tirer d'une action comme le 11 septembre. Finalement, et je connais très bien son ami, convaincu que Ben Laden n'allait pas du tout suivre son argument, en fait, ses conseils. Il avait décidé donc de quitter Al-Qaïda tout en restant proche de Ben Laden et conseiller théologique du Mollah Omar, le chef des talibans. Alors vous évoquez également le séjour en prison d'Abou Hafs en Iran, toujours où il rencontre un certain Abou Musab al-Zarqawi qui lance les prémices. Il le connaissait bien avant. Mais ils se rencontrent à nouveau. Abou Musab al-Zarqawi était déjà très connu dans la galaxie djihadiste à l'époque, et notamment parmi les Arabes présents en Afghanistan. Mais les histoires d'Al-Qaïda et de Daesh se croisent dans une prison iranienne. N'oubliez pas que l'État islamique est le rejeton d'Al-Qaïda. Et donc Abou Musab, effectivement, se retrouve au même moment qu'Abou Hafs al-Mauritani et d'autres, d'ailleurs, leaders djihadistes en Iran. Et là, dans les mémoires d'Abou Hafs, on découvre que les Iraniens l'ont laissé partir. Est-ce qu'il le connaissait ou pas? Abou Musab était tellement connu à cette époque-là qu'il est, à mon avis, je me trompe peut-être, je ne pense pas que les Iraniens ignoraient qui était à l'époque Abou Hafs, plutôt Abou Musab al-Zarqawi. Surtout que je découvre dans les mémoires d'Abou Hafs qu'Abou Hafs lui-même, qui s'était présenté comme docteur Abdallah, se rend compte très vite que les Iraniens savaient qui est-ce qu'il était. Et pourquoi ne pas, lui qui n'était que Mufti d'Al-Qaïda, était très vite identifié par les Iraniens. Et comment se fait-il que les Iraniens ne savaient pas qui était Abou Musab al-Zarqawi, dont la réputation et les idées étaient déjà très connues à cette époque-là. Alors aujourd'hui, Abou Hafs al-Mauritani vit à Nouakchott. Alors de quoi vit-il et dans quelles conditions? De quoi vit-il, je ne sais pas. Mais dans quelles conditions, je sais très je vous l'avoue d'ailleurs, quand je suis arrivé à Nouakchott et que je l'ai vu, je suis allé chez lui, j'étais très surpris du fait qu'il habite au cœur du quartier diplomatique de Nouakchott, dans une maison qui est coincée entre
À gauche, une maison de diplomates européens. À droite, celle du vice-président de la communauté urbaine de Nouakchott. Et en face, la maison de l'ancien patron de la sécurité d'État. Je me suis évidemment posé la question, mais de quoi est-ce qu'il vit? Il vit de manière assez confortable. J'avoue que je n'imaginais pas le trouver non plus dans des conditions extrêmement démunies, mais je ne pensais pas le trouver dans ce quartier-là et dans une villa aussi grande et jolie. Alors de quoi est-ce qu'il vit? Franchement, je ne sais pas, mais par contre, je sais très bien qu'aujourd'hui, Abou Hafs, qui se prétend, en tout cas, il essaie de jouer, d'être présent en tout cas sur la scène intellectuelle, théologique, etc. Et je sais très bien qu'il participe, par exemple, je ne sais pas comment cela a été, je sais qu'il participe à un certain nombre de débats et d'initiatives, de programmes de lutte contre la radicalisation, notamment financés par les Suisses, par exemple. Merci. Merci Lemine Ould Salem d'avoir accepté l'invitation de Midi 1 TV. Je rappelle votre ouvrage « L'histoire secrète du djihad d'Al-Qaïda à l'État islamique », publié aux éditions Flammarion. Merci. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Midi 1 TV.